auditrices de la télévision des nouvelles idées. Bienvenue à l'émission Ma nourriture, ma santé. Aujourd'hui, nous sommes en direct. Alors, chers téléspectateurs, ce direct vous permet de poser des questions à l'experte qui est avec nous ce soir. Il convient de rappeler que cette émission est réalisée en coproduction avec la Fondation Revie. La Fondation Revie qui met donc à votre disposition des produits purement bio. Il convient de rappeler que lors des précédentes émissions, nous avons abordé cette thématique-là. Est-ce important d'adopter des menus particuliers par tranche d'âge et par personne? Dans quelques minutes, vous pourrez nous appeler en direct pour poser vos questions au 02 21 02 02. Ceux et celles qui nous envoient des vocaux WhatsApp utilisent déjà le numéro, le 79 22 39 39, les numéros de Savane TV. Vous suivez également cette émission sur nos différentes plateformes digitales, notamment la page Facebook de Savane Média et les plateformes de la Fondation Revie, www.manourriture-du6masanté.bf. Partout sur les différentes plateformes, vous pouvez interagir avec nous, poser justement des questions et faire des commentaires. Et rassurez-vous, même si vos questions n'ont pas de réponse à l'immédiate, elles seront donc prises en compte lors des prochaines émissions parce que ce programme télé et digital est le vôtre. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le professeur Laurentia Ouattara, directeur de recherche en nutrition et sciences des aliments au Centre national de recherche scientifique et technologique, précisément à l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologiques, en abrégé CNRST ISAT. Professeur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir à vous. Alors, permettez-moi de vous dire merci pour l'opportunité que vous faites en me recevant ce soir sur votre plateau. C'est un plaisir en tout cas pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Savane TV. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons faire la synthèse de cette thématique. Est-ce important d'adopter des menus particuliers par tranche d'âge et par personne spécifique? Nous mangeons tous les jours, mais est-ce que nous mangeons tous de la même façon? Est-ce que l'âge ou en tout cas l'état de santé doivent obligatoirement influencer ce qu'il y a dans nos assiettes? Nous en parlons justement. Professeur, comment se porte le CNRST? Alors, je dirais que le CNRST se porte très bien. D'accord. Et vos activités? Les activités aussi, ça va. D'accord. Et pour commencer, professeur Laurentia Ouattara, quelle est l'importance d'adopter l'alimentation par tranche d'âge et par personne spécifique? Alors, merci bien pour cette question pertinente. Alors, d'abord, il faut dire que l'alimentation joue un rôle central, parce que c'est elle qui nous permet donc, qui nous apporte les nutriments dont notre corps a besoin pour assurer son fonctionnement, se maintenir en vie et puis se prévenir donc de tout ce qui est maladie, pathologie, etc. Alors, pour répondre à votre question, alors, je dirais que et quand on prend un enfant, c'est-à-dire de l'enfance jusqu'à la vieillesse, il y a plusieurs étapes. Okay. Alors, il y a plusieurs étapes et il y a un certain nombre de modifications qui modifient nos besoins alimentaires, nos besoins nutritionnels. Alors, c'est dire que les besoins nutritionnels ne sont pas fixes, ils évoluent au cours du temps, en fonction donc des tranches d'âge, et en fonction aussi des personnes. Parce que vous voyez que de nos jours, il y a des gens qui ont des besoins spécifiques. Voilà, donc il y a une modification et cette modification est liée à un certain nombre de facteurs. Alors, il y a principalement donc 3 facteurs que l'on peut retenir. Alors, le premier facteur, ce sont donc les facteurs physiologiques et biologiques. Ça concerne donc l'âge. Alors, quand vous prenez par exemple un enfant, les adolescents et puis les jeunes enfants, alors ils sont en pleine croissance, voilà, pour pouvoir assurer leur développement.
Alors, donc, ils ont des besoins énergétiques qui sont très élevés. Alors, quand on prend, par exemple, les personnes âgées, alors, ils ont un métabolisme qui est ralenti. Et donc, ils ont des besoins énergétiques beaucoup plus faibles. Et quand on prend, donc je disais qu'au niveau donc, des facteurs physiologiques et biologiques, il y avait l'âge, il y a aussi le sexe. Alors, par exemple, quand on prend donc les hommes, en général, les hommes ont une masse musculaire beaucoup plus élevée, plus importante du moins, et donc ce qui amène, ce qui fait qu'en fait, ils ont des besoins énergétiques beaucoup plus élevés que celles des femmes. Alors, donc, je parlais donc de l'âge, alors je parlais donc du sexe. Alors, maintenant, il y a aussi il y a l'état physiologique. Alors, l'état physiologique, parce que par exemple, pour des femmes qui sont enceintes, des femmes allaitantes, alors elles ont des besoins. Par exemple, quand on prend la femme enceinte, alors elle a, en plus donc de ses propres besoins, elle a les besoins donc de croissance pour le fœtus, du fœtus du moins, et puis à la préparation de la lactation. Et quand on prend la femme allaitante, alors vous avez aussi les besoins donc de la femme elle-même et aussi de la production donc du lait. Donc ce sont des besoins sont élevés. Alors quand on prend aussi des personnes qui sont malades, par exemple des gens qui souffrent par exemple de diabète ou d'hypertension, voilà, et aussi dans des besoins qui sont spécifiques à eux. Voilà. Et donc donc je parlais donc des besoins, des facteurs physiologiques et biologiques. Alors il y a d'autres aussi facteurs comme les facteurs comportementaux et les modes de vie. Alors pour des gens par exemple qui exercent une activité physique intense, les sportifs, voilà, ils ont des besoins énergétiques qui sont beaucoup élevés. Voilà. Alors également donc quand vous prenez aussi les modes de vie, hein, alors par exemple le fait donc de faire des régimes, etc. Tout ça, ça modifie hein, les besoins nutritionnels. Alors le troisième aussi facteur, ce sont donc j'ai parlé donc des facteurs donc comportementaux tout à l'heure. Alors le dernier, ce sont donc tout ce qui est habitude. Nos habitudes, tout ça aussi sont des facteurs donc, qui modifient donc, les besoins nutritionnels. D'accord. Merci bien, professeur. Et pourquoi parle-t-on aujourd'hui de nutrition adaptée? Alors, la nutrition doit être adaptée, comme je l'ai dit, parce que nos besoins évoluent. Comme je dis, par exemple, quand on prend donc, les jeunes enfants à l'enfance, c'est-à-dire les nourrissons de 0 à 12 mois. Alors déjà, entre 0 à 6 mois, alors on recommande donc une alimentation qui est lactée, c'est-à-dire une alimentation, l'alimentation maternelle, donc à base de lait maternel ou l'alimentation infantile, donc à base de lait infantile. Alors ça, c'est la recommandation donc, de l'OMS. On n'a pas besoin de donner de l'eau à l'enfant parce que justement le lait, c'est-à-dire le lait maternel et le lait infantile, pour les besoins nutritionnels du jeune enfant. Alors maintenant, à partir donc de 6 mois jusqu'à 12 mois, il faut introduire dans ce qu'on appelle donc des aliments de complément. Donc il faut commencer donc ce qu'on appelle la diversification alimentaire. Donc il faut donner donc des aliments semi-solides et qui vont apporter un complément aux nutriments donc, du lait maternel pour que l'enfant puisse assurer donc, les différentes fonctions. Donc pour assurer donc, la couverture donc, de ses besoins. Donc vous voyez que les besoins donc, évoluent. Alors maintenant, à partir donc, de 12 mois, alors tout ce qu'on appelle donc, les enfants, après les adolescents, alors la croissance continue. La croissance continue, donc les besoins énergétiques sont très élevés. Alors, il faut aussi des aliments, en ce moment, il faut des aliments qui soient riches en protéines, en calcium, pour la densité osseuse. Et après, donc, c'est des besoins de maintien. Après, donc, je vais dire la période d'adolescence, c'est des besoins, donc, surtout donc, de maintien. Voilà, et peut prévenir aussi tout ce qui est carence des maladies. Des maladies.
Et maintenant, à l'âge, enfin, les personnes âgées du moins. Alors, pour les personnes âgées, alors, il faut aussi une alimentation qui soit spécifique. Parce qu'en fait, eux sont souvent confrontés donc, à ce qu'on appelle à une réduction donc, de la masse musculaire. Hein, et puis ce qu'on appelle aussi de la densité osseuse. Donc il faut des aliments adaptés, donc des aliments qui soient riches donc, en calcium et puis aussi en protéines. Hein, voilà. Parce que aussi à ce niveau, il faut dire que pour les personnes âgées, l'activité est réduite. Donc les dépenses, les besoins énergétiques sont beaucoup plus faibles. Mais par contre, il faut que l'alimentation soit riche en protéines et puis en calcium et bien sûr avec d'autres vitamines et minéraux. On espère en tout cas que le message est bien passé. Est-ce qu'il y a par exemple des signes qui montrent qu'une alimentation n'est pas adaptée à une personne? Alors, le constat que l'on fait, c'est beaucoup plus surtout avec les nourrissons. Okay. Alors, déjà, bon, parce que souvent, il y en a qui ne respectent. Vous voyez que parfois, il y a des femmes qui ne respectent pas donc, les recommandations. Il y en a même qui commencent souvent même à donner donc, de l'eau aux enfants. Alors, et ça augmente donc les risques de maladie. Hein, parce que quand l'eau est contaminée, l'eau n'est pas potable. Alors, donc, ça entraîne donc, des maladies diarrhéiques et autres. Alors, et aussi à partir donc, de 6 mois, quand il faut introduire donc, les aliments de complément, parce qu'il y en a qui disent que bon, l'enfant donc, refuse, donc en fait, elles ne font pas d'efforts pour trouver ce qui peut plaire à l'enfant, bon, puisqu'il faut des aliments quand même semi-solides, hein, avant donc, de pouvoir donc, manger donc, les repas familiaux. Alors, donc, ce sont ces aliments qui doivent être riches aussi en protéines, en calcium, etc., pour pouvoir assurer donc, la croissance donc, de l'enfant. Alors, donc, c'est pour dire que à ce moment, quand on n'introduit pas les aliments qu'il faut, vous allez voir que l'enfant va commencer donc, à dépérir. Hein. Souvent, vous avez donc ce qu'on appelle donc, la malnutrition chronique, aiguë, le retard de croissance. Hein. Alors, parfois, les formes graves, vous allez voir que les cheveux là, deviennent roux, le ventre gros, etc. pour les formes donc, les plus graves. Hein. Et donc, l'enfant est affaibli parce que le système immunitaire est affaibli et donc, facilement, il tombe malade. Voilà. Peut-être même la diarrhée. La diarrhée, voilà. Et c'est pour ça que souvent, la mortalité est élevée pour cette tranche d'âge-là. Voilà. Donc, il faut vraiment introduire donc, des aliments spéciaux, des aliments donc, qui soient adaptés donc, aux enfants. Vous avez tantôt parlé des enfants. Est-ce que c'est le cas chez les personnes âgées? Alors, c'est le cas aussi chez les personnes âgées. Alors, parce que les personnes âgées, comme j'ai dit, le métabolisme est réduit. Alors, il se trouve souvent qu'ils ont d'autres problèmes de dentition, de mastication. Et puis aussi, il faut dire qu'au niveau des personnes âgées, alors, on n'a pas souvent un groupe homogène. Parce qu'il y a ceux qui sont en bonne santé, il y a ceux qui ne sont pas en bonne santé, qui sont malades, qui traînent donc des maladies chroniques comme le diabète, comme l'hypertension. Alors, comme j'ai dit, pour les personnes âgées, alors, il y a une réduction donc, de la masse musculaire qui est là. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi la réduction donc, de la densité osseuse, l'ostéoporose. Alors, donc, du coup, alors, il faut que les aliments soient adaptés donc, à cette tranche d'âge-là. Hein? Voilà, donc il faut veiller à ce qu'ils aient donc des aliments qui soient riches en protéines. Des exemples d'aliments, professeur, oui. peut-être pour ces personnes âgées qui nous suivent actuellement. Des exemples d'aliments. Alors, ce qui est riche en protéines, bon, vous avez bien sûr les viandes, les poissons, il y a les légumineuses aussi. Okay. Voilà. Donc, il faut des produits, des protéines d'origine animale aussi végétale. Maintenant, pour les personnes âgées, il faut aussi veiller au mode de cuisson. Hein, ça aussi, c'est important. Hein, parce que comme j'ai dit, alors souvent beaucoup ont des problèmes donc, de dentition, de mastication. Exactement. Donc il faut aussi à ce que les aliments, surtout la viande, soient tendres. Voilà, soient tendres. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas aussi boire beaucoup d'eau? Bien sûr qu'il faut boire beaucoup d'eau. Alors, il faut boire beaucoup d'eau, mais c'est vrai que j'ai un peu insisté donc, sur la nature donc, des nutriments, mais il faut avoir une alimentation équilibrée. Ah, oui. Hein, équilibrée, qui soit riche en fruits et en légumes. Okay.
Il y a Avec le l'activité physique, bien sûr. Ok. Il y a le cas des personnes souffrant de diabète ou d'hypertension artérielle. Quelle alimentation est conseillée pour ces personnes? Alors, et c'est vrai que pour ces personnes, en plus donc des traitements médicamenteux, alors il faut aussi associer donc le traitement alimentaire qui est donc avoir une alimentation équilibrée. Quand je dis équilibrée, alors surtout alimentation vraiment très riche en fruits et en légumes. Mais si on prend par exemple l'alimentation pour les hypertendus, alors il faut réduire drastiquement le sel. Voilà. Donc une alimentation qui soit pauvre en sodium et riche en potassium. Alors par exemple, vous voyez que nos plats potassés, c'est très bon pour les hypertendus. Voilà, il est riche en potassium. Hein? Alors, ce qui est aussi bien pour les hypertendus, alors il faut que ils mangent des viandes, je dirais moins grasses, voilà, et moins de viande rouge, hein? Bon, plus de poisson, plus de viande blanche, et éviter aussi le sucre, limiter le sucre. Alors, le sucre, tout ce qui est gras saturé, hein? Donc il faut limiter. Et puis aussi l'activité physique et bien s'hydrater. Alors pour les diabétiques, il faut réduire le sucre. Voilà, il faut réduire le sucre, il faut avoir une alimentation également équilibrée, riche en fruits et légumes. Alors au niveau donc des fruits, vous voyez qu'il y a des fruits aussi qui ont un index glycémique très élevé, donc le taux de sucre est élevé. Donc il faut aller donc vers des fruits donc, qui sont moins sucrés, comme on dit, qui n'élèvent pas rapidement donc l'index glycémique. Voilà. Alors, et ce qui est bien aussi, c'est les féculents, hein? Par exemple les céréales complètes, hein, les légumineuses, qui sont riches en fibres. Voilà. Pour les diabétiques, il faut que les aliments soient beaucoup riches en fibres. Voilà, les fruits et légumes, les céréales complètes, hein? Ça c'est très bon pour les diabétiques. Et puis aussi les noix. Les noix, par exemple, quand je prends l'anacarde, hein, tout ce qui est noix, hein, c'est bon aussi pour les diabétiques. Voilà. Le moringa aussi pourrait être utilisé? Le moringa aussi est très riche, oui, très riche en micronutriments, oui, très riche. Parce que la fondation dispose du moringa, hein? La fondation Revit, oui. Oui, met à la disposition de la population du moringa, purement bio. Oui. Il faut préciser. Alors, j'insiste aussi sur l'activité physique, hein, voilà, l'hydratation, hein, c'est très important. Mais vraiment une alimentation, hein, riche en fruits et légumes, hein, surtout en fibres. En fibres, ouais, c'est très important. Alors nous ici, on a l'habitude donc de décortiquer donc les céréales, ce qui est une mauvaise chose. Hein, voilà, parce qu'en fait, les céréales et les fibres se trouvent au niveau donc des enveloppes. Hein, donc les céréales complètes, hein, c'est vraiment l'idéal. Malheureusement, on décortique, hein, après on broie, hein, donc on élimine beaucoup les fibres. Voilà. D'accord. Et si toutefois ces personnes ne respectent pas ce qui est conseillé, est-ce qu'il y a une possibilité d'aggraver la maladie? Bien sûr. Comme j'ai dit, bien sûr, il y a le traitement médical, mais il y a aussi l'alimentation, hein, qui fait partie aussi des soins. Voilà, l'activité physique, l'hydratation, bien sûr. Est-ce que vous pensez que les réalités économiques peuvent permettre de varier les repas? Parce que certaines personnes diront, ah, ce sont des trucs de riches, nous n'avons pas de moyens. Bon, je dirais en fait que ce n'est pas forcément une question donc de moyens. Alors, quoique on essaie de sensibiliser à travers donc l'éducation nutritionnelle, mais je dois dire que, bon, quand je prends peut-être ma propre expérience, alors, en général, les gens ne pratiquent pas ou n'adoptent pas les recommandations. Parce que quand vous regardez dans les ménages, il y a souvent pratiquement tout pour avoir une alimentation, un menu équilibré.
Mais en général, les gens sont accrochés donc à leurs habitudes. Et souvent, c'est de mauvaises habitudes. Alors, regardez déjà la monotonie. Alors, de nos repas. Alors, quand vous rentrez souvent dans les ménages, c'est le tori. Alors, il y a des localités où vous pouvez manger la même sauce pratiquement toute la semaine. On ne varie pas. On ne varie pas. Alors, tout ça, ce sont des problèmes. Alors, parce que quand c'est comme ça, alors vous ne pouvez pas, ce genre d'alimentation ne peut pas apporter les nutriments nécessaires dont l'organisme a besoin pour assurer son fonctionnement. Donc, c'est pour ça que, justement, on a souvent beaucoup de maladies donc de carence. Alors, donc, c'est juste pour dire que il faut changer nos habitudes alimentaires et concevoir donc des aliments qui sont des menus équilibrés. Alors, quand je dis équilibrés, alors il faut qu'elles soient diversifiées. Venant le principe d'une alimentation diversifiée, c'est qu'il doit venir donc de plusieurs groupes d'aliments. Alors, pour être plus simple, alors je peux parler de 3 groupes d'aliments. Alors, parce qu'ils ont des rôles différents. Alors, le premier, il a un rôle constructeur, bâtisseur, ce sont donc qui sont riches en protéines, ceux qui sont riches en protéines, comme les viandes, les poissons, les légumineuses. Alors, le deuxième groupe, c'est le groupe d'aliments donc énergétiques qui nous apportent donc de l'énergie. Alors, c'est là où on trouve donc tout ce qui est céréales, et un peu aussi les légumineuses, et puis tout ce qui est riche en matières grasses. Et le troisième groupe, c'est ce qu'on appelle donc le groupe des aliments fonctionnels, qui sont riches en vitamines, en minéraux. C'est là où vous avez donc les fruits et les légumes. Alors, ça dit que pour avoir donc une alimentation diversifiée, il faut que le menu soit composé au moins d'un aliment de ces 3 groupes-là. Voilà. Donc, un aliment maintenant qui va vous apporter donc à la fois des protéines, des lipides, des glucides, et puis des vitamines, des minéraux et des fibres. Voilà. D'accord. Professeur, nous allons à présent suivre un micro-trottoir. Est-ce que dans nos familles, nous adaptons les menus en fonction des cas spécifiques, par exemple, un menu pour les personnes souffrant de tension ou les femmes enceintes ou encore les enfants, où on prépare les menus sans tenir compte de ces personnes-là. Écoutons quelques citoyens de la ville de Ouagadougou qui s'expriment au micro de notre reporter Yacouba Kemtori. Simplement, au moment qu'il y a un cas déclaré dans la famille, je pense qu'on prépare en tenant compte de ça. Voilà. On prépare en tenant compte que tout le monde est en bonne santé. Voilà. Je pense que c'est comme ça. Dans ma famille, personne ne souffre de ces maux-là actuellement. Donc, du coup, il n'y a pas de raison de préparer pour séparer. S'il y a une femme enceinte, si elle a un besoin particulier, je pense qu'on le fait. Mais s'il n'y a pas un besoin particulier, on prépare pour tout le monde la même chose. Pour les enfants également, ça dépend aussi des enfants. Ah oui, tu ne vas pas préparer quand même la même nourriture pour un bébé que pour un adulte. Ou bien, ça au moins c'est clair. S'il y a une personne déclarée dans la famille, bon, le meilleur choix est de tenir compte de lui. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait? Il va manger comment? Voilà. Mais s'il n'y a pas de cas déclaré, il n'y a pas de raison de préparer en tenant compte d'un étranger qui va venir ou pas. On ne sait pas. Ça, non. Ça, je ne pense pas. Et c'est nécessaire. J'étais en grande famille. Voilà. La vieille avait la tension. Donc, quand on prépare, on tient compte d'elle. Voilà. Mais maintenant, on a déménagé. Donc, il n'y a pas de diabétique ni de tensionnaire dans la cour. Donc, on prépare maintenant comme ça. Mais chez moi, ces maladies, en tout cas, je ne le constate pas. Parce que je fais les visites annuelles. Bon, mais je ne tiens pas compte également de ces maladies pour la préparation. Voilà, donc on prépare comme ça. Bien vrai que ces maladies n'existent pas comme ça sur moi. Bon, c'est effectivement demander à la population de tenir compte de ces maladies ou de ces personnes qui souffrent de ces maladies, voilà, lors de leur préparation de leur nourriture.
Ça permet d'éviter beaucoup l'aggravement de la maladie et ça permet à ces derniers de pouvoir se soigner. En tout cas, tout dépend de l'avis du client. Tout dépend de ce qu'il veut. Il y en a qui proposent, il ne veut pas beaucoup de sel, il ne veut pas quoi que ce soit. Il ne veut pas ça simplement comme ça. Mais c'est difficile maintenant de demander. Je ne vais pas voir une personne peut-être obèse et lui proposer un certain nombre d'appétits. Comprenez? Donc, s'il y a une exigence, si la personne demande seulement, on fait ce qu'il veut. Voilà. Mais en famille, en tout cas, si c'est en famille, comme ici c'est un lieu public où on vend, mais si c'est en famille, voilà, on tient compte de la santé de tout un chacun pour pouvoir mener à bien. Présentement, ou même qu'il y a un cas déclaré dans la famille, je pense qu'on prépare en tenant compte de ça. Voilà. On prépare en tenant compte de tout le monde en bonne santé. Nous sommes donc de retour sur ce plateau. Professeur Laurentia Ouattara, vous venez donc d'écouter le micro-trottoir des citoyens de la ville de Ouagadougou. Quelle est justement votre réaction? Alors, merci bien. Alors, en écoutant donc toutes les personnes donc, qui ont été là tout à l'heure, alors, il y en a qui disent que dans leur famille, il n'y a pas de personnes qui souffrent donc de maladies chroniques. Alors, il y en a aussi qui disent que il y a des personnes donc, qui souffrent. Alors, également aussi, je crois qu'il y a un, donc, je pense que c'est quelqu'un qui est dans la restauration, alors qui disait que se conforme donc aux besoins, donc aux désirs donc, du client. Alors, bon, effectivement, alors, on constate que dans les restaurants, de plus en plus, alors, les gens mettent moins de sel dans les aliments. Alors, ce qui veut dire que, quand même, bon, la sensibilisation commence à porter, je dirais. Alors, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup donc, de personnes donc, qui souffrent donc, de ces maladies-là, les maladies chroniques de nos jours. Alors, ça devient un problème donc, de santé publique. Alors, ce qui est aussi, c'est comme aussi les diabétiques, le sucre. Alors, là aussi on remarque que de plus en plus, les boissons, que je veux dire les unités ou bien dans les ménages, les gens fabriquent ou proposent, alors c'est de moins en moins sucré. Bon, mais ce qui est dommage, c'est qu'au niveau des boissons sucrées, il y en a qui trichent, qui mettent des édulcorants. Mais bon, mais c'est juste pour dire que l'idée ou la recommandation qui est donc de réduire donc la consommation donc de sel et de sucre est en train quand même d'être adoptée par la population, et ça c'est une bonne chose. Alors maintenant, dans les familles, pour des personnes donc, qui souffrent donc, de diabète, d'hypertension, alors qui en général donc, consomment donc, les plats familiaux. Alors, parce que il y a peut-être beaucoup de ménages qui aujourd'hui n'ont pas les moyens alors, de préparer donc, des mets spéciaux pour ces personnes-là. Alors, je vois que dans certains ménages, les gens essaient donc de s'adapter en réduisant donc le sel. Mais dans la composition donc, du menu, ce n'est pas, je veux dire, il n'est pas forcément adapté à ces personnes-là. Parce que comme je l'ai dit, alors, quand on prend donc les diabétiques, alors vous ne pouvez plus, si vous devez consommer, je prends par exemple le taux, que tout le monde, que justement, qui est consommé donc pratiquement dans tous les ménages. Alors quand on regarde donc le processus de fabrication donc de la farine qui est qu'on va décortiquer, alors souvent elle peut être fermentée ou non fermentée, alors ça ce n'est pas adapté aux diabétiques. Alors il faut que la farine soit obtenue à partir donc du grain complet pour qu'elle soit très riche en fibres. Donc vous voyez que il faut que pour ces personnes-là, quand vous avez donc des personnes donc, qui souffrent de diabète ou d'hypertension, alors je pense qu'il faut en tout cas que les gens essayent donc de préparer des mets adaptés donc à ces groupes-là.
C'est ce que je... D'accord. Professeur Laurentia Ouattara, actuellement, c'est le temps du carême, ou en tout cas du jeûne musulman. Quel message vous avez à lancer à l'endroit de ces personnes qui, parfois, chaque soir, ils vont consommer du sucre, du sucre? Quel message vous avez à l'endroit de ces personnes? Alors, d'abord, c'est vrai que c'est une question de foi. Alors, déjà, si on n'est pas bien portant, ce n'est pas recommandé. Ok. Voilà. Bon, malheureusement, il y en a qui ne sont pas, il y a des personnes qui ne sont pas bien portantes, mais qui le font à leur risque. Alors, et ça vraiment, c'est, comme je dis, c'est vraiment prendre des risques. Alors, et on voit effectivement que la plupart donc, des gens qui gênent, alors au moment donc de la rupture, il y a trop de produits, je dirais souvent sucrés, des jus, toutes sortes de boissons. Alors, et on voit même, bon, en tout cas, souvent dans mon entourage, je vois que il y a toute une multitude donc, de mets, souvent qui sont proposés pour la rupture. Alors, vraiment, la question qu'on se pose, est-ce que, bon, comme je dis, bon, quand on est bien portant encore, ça va, mais pour des personnes qui ont certaines maladies, des maladies chroniques, vous voyez déjà que gêner et puis après rompre avec donc, une diversité de mets comme ça, et souvent donc des aliments qui sont trop sucrés, qui sont trop gras, ce n'est vraiment pas conseillé, ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé. Alors maintenant, si on prend les personnes aussi qui sont bien portantes, entre griffes, je dirais, alors, et on se prive, c'est vrai, pendant des heures, et après, alors, on prend des aliments, toutes sortes d'aliments qui sont sucrés, qui sont gras à la fois. Alors, en tout cas... c'est comme un rattrapage. Voilà, c'est un rattrapage. C'est comme un rattrapage. Alors, vraiment, il faut, comme conseil, je dirais, mettez l'accent beaucoup plus sur des aliments qui contiennent, riches en fruits et en légumes, avec un peu de céréales. Mais, à mon avis, il faut limiter déjà tout ce qui est trop gras. Alors, et puis, comment dirais-je, et consommer raisonnablement. Voilà. Consommer raisonnablement. Et s'hydrater. Pas en abuser, s'hydrater. S'hydrater, je n'ai pas dit avec donc, des boissons sucrées, mais avec de l'eau. S'hydrater. Voilà. D'accord. Nous allons à présent ouvrir l'antenne. Vous pouvez nous appeler pour poser directement vos questions à l'experte qui est sur justement le plateau avec nous. Vous pouvez donc nous appeler au 02 21 02 02. Ceux et celles qui nous envoient donc des vocaux WhatsApp utilisent déjà le numéro suivant, le 79 22 39 39. Professeur Laurentia Ouattara, parfois on entend dire que les enfants ne doivent pas consommer des œufs car s'ils en consomment, ils seront des voleurs. Vous, en tant que spécialiste, est-ce que vous pouvez confirmer ou en tout cas infirmer cette hypothèse-là? Bon, ça me fait sourire. Alors, parce qu'en fait, bon, je dirais que pendant longtemps, alors, cela a été véhiculé pour éviter que les enfants volent les œufs. Voilà. Sinon, alors, vous savez, les protéines donc, de l'œuf sont de très bonne qualité. Alors, je parlais tout à l'heure donc, des nutriments donc, bâtisseurs, constructeurs. Alors, l'œuf a les meilleures protéines. Voilà. La protéine de référence, c'est la protéine de l'œuf. Donc, il faut donner donc, les œufs aux enfants. Voilà. Et pour un enfant qui a par exemple 10 ans, je prends un exemple là, un enfant qui a 10 ans, quel type d'aliments vous conseillez pour le petit déjeuner? Alors, Oui. Professeur, un instant, je crois que nous avons un auditeur au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous nous recevez?
je crois que le téléspectateur est malheureusement parti. Je pense qu'il va revenir. Alors, pour répondre à votre question, alors déjà un enfant de 10 ans, c'est un enfant qui est en pleine croissance. Ok. Alors, donc, qui a besoin au minimum donc, de 3 repas par jour avec des collations. Alors, donc, au petit déjeuner, alors, il faut un déjeuner complet, c'est-à-dire qui apporte, bien sûr, tous les nutriments. Comme j'ai dit, toujours l'équilibre alimentaire. Alors, des glucides qu'on peut trouver par exemple dans le pain, ou bien donc dans les bouillies. Alors, le pain il peut être accompagné d'œufs. Vous avez parlé donc des œufs tout à l'heure. Exactement. Alors, les œufs sont riches en protéines, en certaines vitamines. Et puis, bon, après, un fruit, et puis aussi du lait qui est riche en calcium pour ses besoins donc, de croissance. Donc, par exemple, le pain avec les œufs, le lait, et puis un fruit, c'est largement suffisant. Voilà. Et les champignons sont également conseillés? Les champignons aussi, voilà. Alors ça, c'est une très bonne proposition, les champignons. Les champignons aussi sont riches en protéines. Voilà, donc le pain, il peut être accompagné donc, de l'œuf, des protéines. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi du poisson, des viandes, voilà. Donc, il y a une source de protéines, voilà, en plus donc du pain qui apporte donc du sucre, des glucides. D'accord. Est-ce qu'à la place, on peut prendre par exemple du haricot? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, le haricot contient donc des protéines et puis des glucides. Donc ça veut dire que peu importe ta situation financière, oui, tu as l'embarras du choix. Il y a l'embarras du choix, oui, il y a l'embarras du choix. Ouais. Ouais. D'accord. Et peut-on dire que bien manger signifie la même chose pour un enfant, un adulte et une personne âgée? Alors, si on considère que bien manger, c'est manger équilibré et sainement, oui. Mais manger équilibré et sainement, comme j'ai dit, c'est fonction donc des besoins de tout un chacun. Et comme j'ai dit, nous n'avons pas les mêmes besoins. Voilà. Un enfant, comme j'ai dit, je répète encore que les enfants, les nourrissons, les besoins sont très élevés à cause de leur croissance rapide. Voilà. Donc, on n'a pas les mêmes besoins. Mais pour chaque tranche d'âge, il faut une alimentation équilibrée et adaptée à chaque besoin, à chaque groupe. Voilà. D'accord. Alors, je rappelle donc que vous pouvez nous appeler en direct pour poser vos questions. Notez bien le numéro, le 02 21 02 02. Vous pouvez également nous envoyer des messages vocaux au 79 22 39 39. Professeur Laurentia Ouattara, comment éviter justement les carences chez, par exemple, les jeunes? Alors, parlant de jeunes, alors c'est aussi un groupe qui est en pleine croissance. Quand vous parlez donc des jeunes, par exemple de 10 à 18 ans, ils sont en pleine croissance. Et vous remarquez que les jeunes, si vous avez donc des jeunes dans votre famille, alors vous remarquez qu'à cet âge-là, ils mangent beaucoup. C'est tous les garçons. Mangent beaucoup. Alors, ils mangent beaucoup. Alors, donc, c'est pour dire que en termes donc de quantité, ça va être différent. Par exemple, de l'adulte, voilà, ça va être différent. Mais il faut veiller à ce que leur alimentation soit équilibrée. Voilà, parce que les besoins énergétiques sont plus élevés. Voilà. D'accord. Et quels sont, par exemple, les risques d'une mauvaise alimentation chez l'enfant? Alors, chez l'enfant, il y en a plusieurs. Alors, il y a ce qu'on appelle donc la dénutrition, voilà, qui peut être liée donc à des carences de l'énergie, des protéines. Alors, qui peut conduire donc, c'est ce que j'appelais tout à l'heure, la malnutrition chronique, les retards de croissance, la malnutrition aiguë, à la suite par exemple d'une maladie. Si l'enfant ne s'alimente pas, alors il peut avoir une alimentation aiguë. Alors, une malnutrition aiguë, pardon. Alors, il y a aussi les maladies donc, de carence. Alors, si les aliments
que nous consommons ou qui sont donnés donc aux enfants ne sont pas suffisamment riches en minéraux et en vitamines, alors ils peuvent avoir donc certaines carences, comme les carences en vitamine A, vous avez souvent entendu parler des carences en vitamine A, le fer qui conduit à l'anémie, le zinc ou l'iode. Voilà, ce sont les principales formes donc, de carences qui sont rencontrées. Voilà. C'est pour ça que justement, alors on fait souvent la supplémentation. Voilà, pour justement prévenir donc les carences chez les jeunes enfants. D'accord. Et les adultes actifs doivent-ils adopter un menu assez particulier? Alors, le menu, comme j'ai dit, il faut toujours le rattacher à nos besoins. Quand je parle donc des besoins nutritionnels, c'est les besoins en nutriments. Les macronutriments, c'est les besoins donc en micronutriments. Voilà. Et puis, donc, il faut toujours rattacher, donc, et les besoins en énergie. Donc, il faut toujours rattacher, donc, le menu avec, donc, les besoins. Voilà. Donc, professeur, un instant, car nous avons un téléspectateur au bout du fil. Monsieur Davo Boukari, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Vous nous appelez de quel quartier? Je vous appelle collègue de Ziro. Ah, Ziro, bienvenue. Vous avez une question? Quelle est votre question? Oui. Ok, allez-y. Voilà, si tu as l'attention. Pardon? Si tu as l'attention. Peut-être nous le guide. C'est quelle tension? Hypo ou hyper? Hypo, ok. D'accord. Merci bien pour votre question. Monsieur Dabo Boukari, qui nous appelle donc du Ziro, a posé cette question à la professeure. Il souffre donc d'hypo, il est hypotendu. Alors, il veut savoir quelle nourriture est adaptée face à sa situation. Alors, une personne hypotendue, alors, sans être spécialiste, je vais dire médecin, en tant que nutritionniste, d'abord il faut avoir une alimentation équilibrée. Voilà. Et pour remonter en général donc la tension, alors il faut peut-être un peu plus de sel pour remonter la tension, mais il faut avoir une alimentation qui soit équilibrée. Et bien sûr, prendre attache aussi avec un spécialiste, voilà, pour avoir donc des soins appropriés. Donc déjà, mettre l'accent, la base, c'est l'alimentation équilibrée. Voilà. Comme je dis équilibrée, elle doit être variée, en termes donc d'aliments, voilà. Et puis bon, et comme on dit remonter, en principe, il faut quand même un peu remonter, un peu quand même de sel pour remonter. Remonter un peu de sel? Je dis avec un peu de sel au moins pour remonter. Voilà. D'accord. Les fruits également les sont fruits, conseillés? Oui, les fruits bien sûr, les fruits qu'on conseille. Est-ce qu'on a des types de fruits pour par exemple les hypotendus? Alors, bon, comment dirais-je, quand on est hypotendu, bon, en général, on est affaibli, comme j'ai dit. Donc, il faut, bon, comme j'ai dit, dans notre jargon, on aime dire qu'il faut prendre donc des remontants. Donc, vraiment, les fruits et légumes, ça aide beaucoup à remonter. Voilà. Donc, vraiment, c'est de mettre l'accent tout en prenant attache, bien sûr, avec un spécialiste. Voilà. Monsieur Dabo Boukari, on espère en tout cas que vous avez noté ces réponses du professeur Laurentia Ouattara. Professeur, nous évoluons. On parlait tantôt des adultes actifs qui doivent justement adopter un menu particulier. Alors, les personnes actives, alors, quand on prend, si je prends par exemple les sportifs, alors les sportifs n'ont pas les mêmes besoins qu'une personne qui n'a pas d'activité physique intense. Alors, comme on dit, pour l'activité physique, alors, pour pouvoir exercer ou mener donc ce travail physique-là,
Alors, il faut comment dirais-je, il faut que c'est-à-dire qu'ils doivent fournir plus d'efforts, donc les besoins énergétiques sont plus élevés. Voilà. Alors, donc, il leur faut une alimentation qui contienne donc, soit suffisamment riche en énergie, qui apporte donc de l'énergie du moins. Alors, donc en glucides et puis aussi en lipides. Voilà. Des sucres, les glucides, il y a deux types de glucides, ce qui est lent et ce qui est rapide, plus les lipides. Voilà. Ce qui est lent et ce qui est rapide. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Alors, les sucres lents, alors c'est ce qu'on appelle, les scientifiques disent l'amidon. Okay. Voilà, parce que lui se dégrade lentement par hydrolyse. Voilà. Mais les sucres rapides, par exemple, quand vous prenez par exemple le sucre de table, ça c'est un sucre rapide. Voilà. Il est directement utilisé donc, par l'organisme, alors que l'autre doit être dégradé donc, pour être utilisé. Donc c'est pour ça qu'on parle donc de sucre lent. Donc il faut l'association donc des deux, en plus donc des lipides qui vont fournir donc l'énergie. Voilà. Okay. Une personne qui souffre de diabète, hein, professeur Laurentia, qu'est-ce que vous proposez comme régime? Alors, les diabétiques, alors, on le dit déjà, toujours une alimentation qui soit équilibrée. Hein? Qui soit équilibrée, qui soit variée, pas de monotonie, qui soit variée. Alors, ce qui est bien, alors, ça doit être des menus ou des aliments qui soient riches en fibres alimentaires. Alors, les fibres, on les trouve où? Alors, comme je disais, on les trouve donc, par exemple, dans les céréales complètes, je l'ai dit tout à l'heure, dans les légumineuses, et les légumineuses, les graines qui ne sont pas décortiquées. Alors, on les trouve aussi dans la plupart des fruits et légumes que nous consommons. Donc, vraiment, il faut que dans l'assiette, on ait des aliments qui ont de bonnes teneurs, je dirais, en fibres. Alors, ce qui aussi est bien aussi, ce sont donc les noix. Hein, les noix aussi sont très riches en fibres. Vraiment, c'est de veiller à ce que, en tout cas, le menu soit composé donc d'aliments qui soient riches en fibres. Hein, voilà. Il faut aussi boire beaucoup, il faut aussi mener donc avoir une bonne activité donc physique, c'est très important. Et limiter, alors, tout ce qui est les alcools, hein, les trucs, voilà, ça il faut limiter. Hein. Et puis aussi, il faut limiter tout ce qui est aliments riches en graisses saturées. Voilà. Il faut privilégier donc les bonnes huiles, comme on aime de dire. Le poisson, c'est bon. Ça contient donc ce qu'on appelle donc des acides gras essentiels. Hein. Mais les graisses saturées que l'on trouve par exemple dans les viandes, hein, il faut vraiment limiter cela. Il faut vraiment limiter cela. Voilà. Est-ce qu'il faut aussi éviter la viande rouge? Alors, la viande rouge aussi, il faut limiter. Hein. Alors, souvent aussi, bon, comme j'ai dit, en fait, le problème, souvent, c'est parce que les gens, la plupart des gens ont des mauvaises pratiques alimentaires. Alors, par exemple, vous voyez souvent des gens qui mangent un plat de viande. Hein, tout un plat de viande, hein, c'est des choses vraiment qu'il faut éviter. Qu'il faut éviter. Ah oui. Ouais. Alors, on ne peut pas manger un plat qui est riche, pratiquement riche en protéines. Non. Comme je dis, l'équilibre. Alors, les protéines, ça construit le corps. Mais en plus de ça, il faut donc les glucides pour l'énergie. Hein, il faut donc les lipides pour l'énergie. Donc, il faut vraiment, et puis les vitamines, et puis des choses. Donc, c'est d'éviter vraiment des mets, hein, surtout les Burkinabés qui aiment la viande. Exactement. Hein, voilà, après le boulot, plats on se de viande. retrouve. Voilà, c'est des choses qu'il faut éviter. Je crois que Issouf est en ligne. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. D'accord. Vous nous appelez de quel quartier?
Je suis Pardon? je suis Vous êtes à Samba? à Kaya, Kaya. À Kaya, ok. Voilà. La cité du cuir. Bienvenue. Quelle est votre question? Alors, ma question, Mhm. c'est vraiment bon. Eh bien, ça va, si. Oh, on ne vous entend pas très bien. Reprenez la question, s'il vous plaît. Et éloignez-vous du téléphone. Ah. Par Voilà. exemple, si moi je mange des omelettes, Mhm. et voilà, j'ai mal au ventre. Mais si c'est les yeux bouillis, là, je n'ai pas mal au ventre. D'accord. Est-ce que vous avez... Voilà, demain, ça va être. Ok. Est-ce que vous souffrez, je ne sais pas, d'une quelconque pathologie? Allô? Bon, non. Non, non. D'accord. Je crois que le professeur Laurentia Ouattara pourra donc nous apporter des précisions. Merci bien, monsieur Issouf. Alors, professeur, vous avez la parole. Bon, merci pour cette question. Alors, bon, monsieur Issouf dit que quand il mange des omelettes, il a des maux de ventre. Des maux de ventre. Et par contre, quand il mange les œufs bouillis, il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème. Bon, moi, je conseillerais de continuer avec les œufs bouillis tout simplement. Ah oui. Voilà. Alors, bon, c'est aussi une cuisson saine. Hein. Voilà. Et bon, l'omelette, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais le fait que elle est préparée avec l'huile, bon, et tout ça, ça augmente en fait, et si vous voulez, la densité énergétique. Bon, je ne sais pas quel problème en plus il a d'autres, mais consommer aussi les œufs bouillis, c'est une bonne chose. Et je conseillerais de continuer avec les œufs bouillis. Maintenant, ce qui cause le problème, je ne saurais le dire. Là, il faudra un diagnostic. Je ne pourrais pas répondre clairement à cette question, mais je dirais consommer aussi les œufs bouillis. Alors, c'est s'alimenter aussi sainement. Voilà. D'accord. Ok, professeur Laurentia Ouattara, une dernière intervention. Allô? Bonsoir et bienvenue. Est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue. Je crois que le téléspectateur ne nous reçoit pas convenablement. Donc nous allons revenir sur ce plateau. Pour une femme enceinte, quel menu est conseillé? Alors, je disais tout à l'heure que les besoins nutritionnels donc, des femmes enceintes sont plus élevés. Bien sûr qu'une femme non gestante, mais elles sont moins élevées que les femmes allaitantes. Alors, une femme enceinte, alors c'est toujours le même principe, hein. C'est que il faut avoir une alimentation qui est équilibrée, qui répond à ses besoins. Alors la femme enceinte, les besoins énergétiques sont plus élevés du fait qu'il y a les besoins, il y a ses propres besoins, il y a les besoins pour la croissance du fœtus, il y a les besoins pour la préparation, la lactation. Donc les besoins sont plus élevés, mais moins élevés quand même que la femme allaitante. Alors, mais pour le bon développement donc du fœtus, il faut que l'alimentation soit riche provienne donc de 3 groupes d'aliments que je vous ai cités. Okay. Et en mettant beaucoup l'accent sur les fruits et légumes qui apportent donc les vitamines, qui apportent donc les minéraux, qui sont essentiels pour la croissance donc du fœtus, riche en vitamine A, en fer,
Alors, vous voyez par exemple qu'on fait donc, on pratique donc la supplémentation donc les femmes enceintes, parce que le fer est important pour la croissance donc du fœtus, le calcium, etc. Professeur, nous sommes à la fin de l'émission. En résumé, quel message vous avez donc à l'endroit des téléspectateurs et téléspectatrices? Alors, je dirais tout simplement que notre santé dépend de ce que nous mangeons. Pour être en bonne santé, il faut bien manger. Bien manger, ça veut dire qu'il faut manger sainement et de manière équilibrée. Une alimentation saine et équilibrée. Alors, il ne suffit pas, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur l'alimentation équilibrée, mais sainement aussi. Alors, ça veut dire, par exemple, la possibilité de manger des aliments bio. Voilà. Si on a accès à des aliments bio, on mange plus sainement. Alors, il faut, dans toute chose, dans tout menu, il faut éviter donc les excès. Voilà, il faut éviter donc tout ce qui est excès. Alors, on dit sainement, alors c'est réduire donc le sel, c'est réduire donc les huiles, c'est réduire donc le sucre. Alors, il faut que ce soit bien réparti au cours donc, de la journée. Et puis aussi limiter donc tout ce qui est aliments ultra transformés. Voilà, il faut éviter les aliments ultra transformés parce que souvent, alors, ça élève souvent beaucoup donc la glycémie, etc., etc. Voilà. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Ma nourriture, ma santé, c'est tout pour ce numéro. Et nous espérons que cette émission vous a apporté en tout cas un plus grâce aux éclairages de professeur Laurentia Ouattara. C'était en tout cas un plaisir pour moi de la recevoir sur ce plateau. Merci à vous, professeur Laurentia Ouattara. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche en nutrition et en sciences au CNRST, ILSAT. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Merci à toute l'équipe de production, à toute l'équipe de réalisation. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission dénommée Ma nourriture, ma santé. Bye bye et à très bientôt.